Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre cycle de conférences Urkind et pour cet épisode numéro 4 sur le soignant face au deuil périnatal. Je vous remercie d'être présent. Je sais qu'il y a eu nous avons eu un petit bug sur l'horaire, donc merci aux personnes qui ont pu se libérer. Et puis, donc nous allons pouvoir démarrer ce webinaire pendant 45 minutes, entre 45 minutes et 1 heure. Je démarre aujourd'hui, mon sujet n'est pas de parler du parent, ni du bébé, ni du père, ni du devenir mère dans ces conditions. Mon sujet aujourd'hui, ça va être le soignant, les soignants que nous sommes quand nous sommes confrontés au deuil périnatal et que nous sommes pris entre la technicité et notre humanité. Donc voilà un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Le prochain sujet sera plutôt sur le deuil périnatal dédié aux parents, au vécu du parent. Aujourd'hui, c'est vous, les soignants, qui m'intéressez. Et donc, qui suis-je? Bon, ceux qui me connaissent déjà, je suis donc Nathalie Piquet, je suis sage-femme. J'ai exercé longtemps en salle d'accouchement. C'est vrai que j'ai accompagné pas mal de parents dans le deuil périnatal. Je suis gestalt thérapeute, c'est-à-dire que je travaille en psychothérapie pour accompagner le deuil périnatal, bien évidemment, mais pour accompagner surtout la dépression du postpartum. J'adore faire des conférences. C'est beaucoup plus simple, je vous le dis à vous qui m'écoutez là, c'est beaucoup plus simple pour moi de parler directement avec un public. Là, vous êtes en face de moi. Je vous vois nombreux qui êtes participants, mais je ne vous vois pas. C'est un petit peu moins confortable, mais je suis quand même ravie d'être là avec vous. Et puis, mon énergie de vie, eh bien sûr, ce qui m'a animée toute ma carrière professionnelle, ce sont les mères, le devenir mère, les femmes dans leur maternité et dans leur non-maternité. C'est vrai que ça a été quelque chose de très important pour moi pendant toute ma carrière. Aujourd'hui, je suis à la fin de cette carrière professionnelle, je suis vraiment dans un positionnement de transmission, de transmettre tout ce que j'ai appris, tout ce que les bébés m'ont appris, les mères m'ont appris, et de cette interface où j'ai un pied, si vous voulez, dans l'obstétrique et dans la rigueur obstétricale, et un pied dans mon métier de thérapeute et dans tout ce qui est l'approche psychologique. Et j'aime beaucoup transmettre ce chaînon manquant entre les deux. Je profite pardon, de ce webinaire pour vous informer que nous organisons un colloque à Strasbourg le 19 et 20 juin. Et ce colloque va s'appeler la santé mentale du parent et du bébé, un enjeu pluridisciplinaire. Parce que bien évidemment, toute cette santé mentale doit être entourée, étayée par nous tous les professionnels, tous les acteurs ensemble. Donc c'est le sujet de ce colloque qui aura lieu à Strasbourg le 19 et 20 juin sur 2 jours. Si vous avez envie de connaître le programme, n'hésitez pas, contactez-nous. Alors, où en étais-je? Donc, ensuite, je vais démarrer avec bien évidemment, le deuil périnatal. Nous sommes au cœur de l'intense dans notre profession. C'est évident que c'est un sujet qui nous touche profondément, tous et toutes. J'ai noté ces mots parce qu'il y a des silences qui pèsent plus lourd que les mots. Souvent, quand j'anime des formations, on me pose cette question-là en me disant « Quels mots doit-on dire? Quels sont les mots à dire et à ne pas dire ?» Comment ne pas laisser le silence pour pouvoir mettre des mots ajustés? Effectivement, donc, ces mots que nous devons poser,
je ne peux pas vous dire, je ne peux pas, pardon, vous faire une liste des mots qu'il faut dire, une liste des mots qu'il ne faudrait pas dire, une liste des attitudes qu'il faudrait avoir, une liste des attitudes qu'il ne faudrait pas avoir. Ce serait pas des, pardon l'expression, du yaka, il faut que. Je pense que vous ne pourriez pas en tirer un grand intérêt d'avoir que je vous fasse cette information-là. Par contre, mon sujet, c'est, si on parle du silence, il y a les silences de l'annonce de l'événement. Ces silences qui sont parfois intolérables, où on a envie de mettre des mots, mais simplement pouvoir supporter ces mots sans être anéanti soi-même. Ça, c'est des moments très, très importants. C'est les mots du recueillement, les silences, pardon, excusez-moi, les silences du recueillement, ce sont des silences nécessaires. Et même s'ils pèsent lourd, ces silences, c'est important pour nous de pouvoir les tolérer et de pouvoir rester dans notre savoir-être, même dans le silence. Quant aux mots, je reviens, quels mots faut-il prononcer? Le sujet aujourd'hui va être non pas une liste, comme je le disais tout à l'heure, mais plutôt une posture à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi, si je suis ajustée dans ma posture, à ce moment-là, les mots vont venir d'eux-mêmes. Et c'est le sujet, c'est vraiment comment ajuster sa posture, comment se regarder dans sa propre posture au moment de tous ces moments très intenses. Parce que les soignants deviennent des repères, c'est un océan tempête pour les parents, et nous sommes le fil fragile entre le vide abyssal que peuvent rencontrer les parents et l'ancrage que nous représentons. Et là, nous sommes pile à cet endroit-là, d'où l'importance du savoir-être. Et ces moments intenses, ils révèlent notre humanité, bien évidemment, et ça interroge nos propres limites. C'est évident que c'est quelque chose qui vient bousculer tout à chacun. Là, c'est vraiment, ça va être le sujet pendant les minutes qui suivent. J'ai envie, là, vous êtes nombreux à être connectés, mais si 2 ou 3 d'entre vous, au moins, pouvaient me dire votre profession, votre exercice, dans votre pratique, comment vous vivez ces moments intenses, et puis de quoi vous auriez besoin. Ça me permet de ne pas parler, de ne pas être toute seule. Donc, ne me laissez pas toute seule. Mettez-moi dans le chat, si vous voulez bien, si vous pouvez répondre à ces questions-là, comme votre profession, votre exercice. C'est très plaisant pour moi de savoir, et ça me permet de m'ajuster à vos demandes également. Donc, je vous laisse faire, je vous laisse écrire sur le chat. Voilà. Donc, j'attends quelques minutes pour voir s'il y a des choses qui apparaissent. Et j'y reviendrai tout à l'heure pour essayer de vous répondre. Pour ceux qui m'auront posé des questions, des choses, j'essaierai de répondre personnellement à chacun. Ah, je vois que quelqu'un écrit, donc je vais attendre encore quelques secondes. Ok, donc, et puis je vois, il y avait quelques personnes retardataires et je vois que le nombre de participants augmente, c'est très très bien. Donc nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc je vois que Marjorie nous dit que c'est plus ou moins facile à vivre dans sa pratique. Ben oui, bien évidemment, sage-femme. Ben, la sage-femme, nous sommes au cœur même de l'accompagnement au moment de ces moments de vie, en fait, j'ai envie de dire, parce que la mort fait partie de la vie également. Hein. Médecin addictologue, j'accompagne les femmes addictes avec des risques de grossesse pour la grossesse et l'enfant. Et oui, comment faire aussi pour avoir prévenir sans alerte, enfin prévenir sans alerter, prévenir sans comment faire pour être vraiment efficace. C'est vraiment très très intéressant.
merci. Connaître les bons mots à dire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas? Double accompagnement, toxicomanie ou dépendance et enfant. Oui, tous ces sujets qui nous préoccupent vont être... C'est très chouette. Merci vraiment tous et toutes de répondre. Je suis sage-femme coordinatrice, accompagnement des couples, mais aussi des équipes sur mon poste. Eh bien, merci beaucoup, Élodie, parce que c'est vraiment notre sujet aujourd'hui. Comment prendre soin de moi en tant que soignant pour prendre soin de l'autre? J'adore cette phrase, vous m'entendez souvent le dire si vous m'écoutez régulièrement, c'est moi d'abord et les autres en même temps. Parce que prendre soin de soi, c'est être à long terme disponible pour l'autre. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, merci beaucoup, et je vois Jade aussi, sage-femme libérale et hospitalière, les couples, voilà, les morts fétales in utero, les IMG, et je suis intéressée parce que dans tout ce que vous notez, je vois que vous vous préoccupez, et j'entends bien les soignants, hein, cette connaissance que nous avons et cette compétence où nous voulons prendre soin des couples. J'y viendrai sur la prochaine conférence qui aura lieu dans 15 jours. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de prendre soin de vous et de regarder quels mécanismes nous mettons en place pour faire face. Une chose qui est importante, alors excusez-moi, pardon, oui. Déjà pour planter le décor, le deuil périnatal est particulier parce que quand nous perdons un être cher, on voit bien le temps des obsèques, le temps après la cérémonie, quand tout le monde se réunit, on regarde les photos, on parle de ce qui nous a touchés, de tous les souvenirs qu'on peut avoir avec cette personne. Tout ça fait partie du deuil. Dans le deuil périnatal, c'est pas possible parce que c'est pas celui d'un passé. Il n'y a pas de passé pour ce bébé, cet enfant-là. C'est plutôt le deuil d'un avenir. C'est le deuil des premiers pas, qu'il n'y aura pas des premiers sourires, c'est ce deuil. Et il est souvent confidentiel. Parce que, est-ce que j'envoie un faire-pas de naissance ou est-ce que je ne l'envoie pas si ce bébé est décédé? Est-ce que tout ça, c'est compliqué parce que le deuil est vraiment un deuil, non pas d'un passé vécu, de souvenirs vécus, mais c'est le deuil d'un avenir. Notre travail, c'est de faire apparaître ce bébé qui, de façon sociale, sociétale, ne va pas apparaître. Hein, mais là, pendant les quelques minutes ou les quelques jours en néonate ou les quelques mois en néonate, c'est lui donner une place. C'est plus qu'un geste, c'est vraiment un hommage et c'est un point d'appui pour les parents pour se dire il a existé cet enfant-là. Il n'a pas existé dans la vie autour de moi, mais il a existé. Ça empêche de rendre fou. Et donc, nous allons osciller entre la technicité froide, qui est notre métier, et puis une immense vulnérabilité. Je voudrais vous poser une question. C'est si je me place dans le cas d'un accompagnement où je suis dans ma vulnérabilité et les larmes montent. Est-ce qu'on peut pleurer en salle de naissance? Est-ce qu'on peut pleurer est-ce que le soignant peut pleurer? Est-ce qu'il peut verser des larmes? Je serais intéressée de voir vos réponses par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, voilà, donc il y a pourquoi pas, hein, j'attends pour moi, oui, car le soin est un humanisme, oui, je suis d'accord avec vous. Je vais répondre un petit peu de façon plus élargie par rapport à ça. En même temps que vous répondez dans l'authenticité, la mesure et la pudeur et respect. Hein, alors, je vais m'appuyer sur ce qu'écrit Pascal. J'ai envie de dire, il y a des larmes qui ne sont pas toutes les mêmes. Les larmes qui ne sont pas les bienvenues, ce sont des larmes qui seraient des larmes personnelles.
et qui serait: «Ah, ça me rappelle que j'ai perdu ma grand-mère il y a un mois et que je l'aimais tant, donc je sais très bien et donc je pleure avec vous. Je pleure ma grand-mère en même temps que vous pleurez votre bébé». Ça, ce ne sont pas des larmes qui sont les bienvenues parce qu'elles vont nous couper de la relation. On a l'impression qu'on se met en phase avec l'autre, mais non. C'est le parent ne peut pas prendre en charge notre propre chagrin ou nous allons pleurer en parallèle. Eux, leur bébé, moi, ma grand-mère, donc il ne va pas y avoir de rencontre. Les larmes qui sont nos larmes propres, celles-là, on peut les garder à l'intérieur de soi et les pleurer à l'extérieur. Par contre, les larmes qui sont des larmes, et je l'ai vu dans vos réponses, des larmes d'humanité, des larmes qui font que on est simplement en émotion avec ce parent-là, ces larmes permettent une chose aux parents, c'est de voir que je peux être en larmes, je peux être avec mes larmes et je peux en même temps être dans mon... Je peux continuer à faire les choses et techniquement, je tiens la route, je suis bien ancrée. Donc c'est modélisable pour le parent, modélisable où je peux être en même temps dans le chagrin et en même temps dans quelque chose où je peux rester ancrée. Ça devient quelque part modélisable pour le parent. Je peux être aux deux endroits en même temps, où je peux être en train de perdre ce bébé et totalement disponible pour le petit de 2 ans que j'ai déjà à la maison. Donc c'est être dans les deux endroits en même temps. Ça c'est modélisable. Il y a une chose aussi dont je veux vous parler par rapport aux larmes, c'est ces parents qui sont, pardon l'expression de le dire comme ça, qui sont secs, c'est-à-dire aucune larme, il n'y a rien, pas d'émotion. Et moi, j'arrive et il y a plein de larmes qui arrivent. En fait, on se dit, bah, ils n'ont pas d'émotion et moi, j'arrive avec mes larmes. C'est une excellente opportunité de leur prêter nos larmes. C'est-à-dire que les larmes qui ne peuvent pas être versées par ce parent-là sont versées par nous. Ces larmes, elles sont complètement ajustées. Oui, en étant ancré, être en communion avec l'autre dans son histoire, eh bien, je vais reprendre, Pascal, être en communion avec l'autre dans son histoire, qu'est-ce que ça implique? Donc, nous allons mettre en place, quand c'est, je veux dire, la violence de l'instant va nous faire mettre en place des mécanismes de défense, des mécanismes de protection. Ces mécanismes psychiques, ça va nous protéger face à l'intensité émotionnelle. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas utiliser de mécanismes de défense. De toute façon, des fois, on n'a pas le choix, ils sont inconscients. L'important, c'est de se voir faire dans les mécanismes de défense, de voir à quel endroit je suis dans ce mécanisme de défense. C'est très intéressant de se mettre en même temps d'être dans la situation et en même temps de monter en hélicoptère et de se regarder et de se dire je suis en train de faire ça. Parce que le fait de se dédoubler comme ça, de se voir faire, fait que ça va réguler notre mécanisme. Quand on est complètement pris dans le mécanisme, il peut être débordant. Quand on se voit être dans le mécanisme, on va être en capacité de le réguler. Moi, ma formation de base en psy, je suis gestaltiste, c'est la gestalt. Je pense que je ferai un webinaire complet sur ce qu'est la gestalt. Mais en gestalt, qui est un outil à penser, un outil à réguler les choses et un outil de thérapie, auquel je suis formée depuis très longtemps maintenant, qui s'appuie aussi sur les neurosciences, ces mécanismes s'appuient sur des façons de réguler, et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a un sixième que je déploierai après. Je vous les cite, non pas pour vous faire de la science, mais pour vous montrer, pour vous les mettre en petits bouts, pour que vous puissiez regarder quel mécanisme vous-même vous utilisez. Moi, en étant là avec vous, quand j'ai écrit ce PowerPoint, je me suis vue faire dans mes mécanismes à moi. Donc, au fur et à mesure que je vous les raconte, je vous propose de regarder quels mécanismes vous utilisez parfois et qui sont, je le rappelle, ni bien ni pas bien, hein, ils sont humains tout simplement, mais ils sont d'autant plus qualitatifs que vous
savez que vous êtes dedans et que vous n'êtes pas juste débordé par ce mécanisme. Alors, donc, confluence, donc être en communion n'est pas fusionner, bien évidemment. Est-ce bien ou mal d'avoir des boucliers de défense? Ben non, c'est pas bien ou mal, c'est juste là. Et les mécanismes de défense, il y a des moments où on est totalement disponible pour l'autre, et là, on va avoir moins de besoin de boucliers de défense. Il y a des moments où on n'est pas tout à fait disponible, et là, on va en avoir besoin. Je vous les définis, tous ces mécanismes-là, avec des exemples. Alors, je vais regarder un petit peu pour bien vous dire les choses. La première chose, c'est la confluence. C'est des concepts gestaltistes. La confluence, c'est fusionner avec la douleur de l'autre. Alors, a priori, ça mérite d'être accueilli avec bienveillance parce que ça témoigne de l'empathie naturelle du soignant, hein, son désir d'être présent avec l'autre. Donc, c'est tout à fait être présent, être en communion, comme le dit Pascal, avec l'autre. C'est pas tout à fait la même chose que fusionner. Fusionner, ce serait quoi? C'est qu'il y a une fusion inconsciente entre le monde émotionnel du soignant, notre monde émotionnel et celui du parent. Le parent est effondré, je suis effondré à l'intérieur de moi. Le parent est en colère, je suis en colère à l'intérieur de moi. Il n'y a plus de place pour mon libre arbitre. Je suis comme se sent le parent. Je suis au même étage que lui. Et donc là, d'y être, je suis aussi malheureuse que vous, je suis... là on commence à être un petit peu désajusté. Donc, c'est comment faire pour cette confluence qui, quand elle est en empathie, est une confluence saine, quand ça devient du trop, quand je suis plongée dans le chagrin du parent, il y a une capacité peut-être à prendre conscience de ce mécanisme. Ça va être quoi le réajustement? J'aime bien cette phrase. Ce n'est pas être plongé dans le chagrin du parent qui est utile, mais être solidement ancré dans sa propre identité de soignant pour accompagner un parent qui, lui, est dans le chagrin. Donc, son chagrin me met moi, vient me chercher, mais vient me chercher dans mon ancrage pour que je puisse l'accompagner. Je ne suis pas au même étage que lui. Donc, et donc, si je ne suis pas au même étage, il peut s'accrocher parce que moi, je suis solide. C'est ça, tout ce qui est la notion de confluence. L'introjection, ça, c'est le domaine de il faut que, on ne doit pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai pu entendre, par exemple, je ne dois pas montrer mes émotions. C'est une règle de base. Quand on est un soignant professionnel, on ne doit pas montrer ses émotions. Ben oui, mais ça dépend. Ça ne peut pas être une règle qui fait que je le prends comme acquis. J'ai entendu aussi parfois dans certaines équipes que je peux accompagner, c'est on doit mettre le petit corps du bébé dans les bras du parent pour qu'il puisse faire son deuil. Il faut le mettre, que le parent soit d'accord ou pas, il faut mettre, c'est important. On ne peut pas prendre toutes ces règles-là et les appliquer sans les questionner, ces règles. Ne pas questionner, c'est très sécurisant, hein. Je fais, il y a qu'à, il faut que, protocole, ça, je dois faire comme ça, je dois dire tel mot, tel mot, tel mot. Je n'ai pas à réfléchir, je suis vraiment à l'abri, il y a des gens qui ont pensé les choses pour moi, donc je les dis. Questionner tout cela, eh ben, ça veut dire se mettre en état de vulnérabilité. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, les recommandations, elles ont été validées par des experts, donc elles sont là pour structurer des pratiques solides, uniformes. C'est chouette, mais l'idée, sortir de l'introjection systématique, ça veut dire, c'est ne pas travailler en disant « je ne suis pas d'accord avec ce qui se dit, mais puisque je dois le faire, je dois le faire ». Hein, c'est le « je dois ». Dès que vous commencez une phrase par « je dois », là, c'est quelque chose qui est « qu'est-ce que je peux questionner ?» Et l'introjection, c'est un très bon mécanisme de défense, c'est-à-dire je ne réfléchis pas par moi-même, j'applique. Hein, j'applique sans âme. C'est ça le risque, c'est d'appliquer sans âme. On risque d'être perdu, si vous voulez, dans sa pratique. Et puis ça permet de
retrouver son libre arbitre, c'est retrouver sa finesse, sa capacité d'adaptation. Donc ça, c'est de l'introjection. Je répète, je ne suis pas en train de juger quoi que ce soit. Moi, je me vois faire dans de l'introjection. De toute façon, c'est comme ça qu'on fait de temps en temps. Je m'appuie. Quelquefois, ça tombe juste, parce qu'il y a des gens qui l'ont posé pour moi. C'est reprendre son libre arbitre, c'est émotionnellement, c'est très impliquant. La projection, c'est quoi? C'est j'ai vécu quelque chose de douloureux et j'imagine que parce que je l'ai vécu, je suis en phase avec l'autre. J'ai entendu en salle de naissance, ne dites rien, pas besoin de mots pour vous comprendre, je suis passée par là, je sais précisément ce que vous ressentez. Et ben non, je ne sais pas ce que ressent ce parent-là dans cette histoire-là. Je me rappelle je travaillais dans une formation où moi j'étais la mère endeuillée dans un jeu de rôle, et puis il y avait une puéricultrice en face de moi et qui arrive et qui me prend dans ses bras. Et je lui dis, mais je suis surprise, parce que voilà, je suis surprise, donc je jouais cette mère endeuillée. Elle me dit, mais je sais ce dont les mères ont besoin. Elles disent que non, mais je sais que ça leur fait du bien. Mais je dis, mais moi, ça m'encombre plus qu'autre chose. Elle me dit, non, 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 c'est ce que tu crois, mais je sais que c'est ça qu'il te faut. Donc, soyons très, très vigilants à que notre émotion, notre projection, n'aille pas sur « je sais ce dont l'autre a besoin ». Je sors du deuil périnatal. Prenons l'hypothèse, ça je le rencontre vraiment beaucoup en formation. Vous savez, on voit dans le dossier, par exemple, qu'une femme, elle a vécu des abus pendant son enfance. Et là, on va se dire, ah bah, si elle a vécu des abus, je sais ce dont elle va avoir besoin. Il va falloir que je sois vigilante, que je lui explique bien les choses, que je garde son intimité, que je lui explique quand je l'examine, que je... peut-être pas d'homme dans la... Mais tout ça, c'est des projections. De quoi a vraiment besoin cette femme? Cette femme ou cet homme, il suffit simplement, il y a une question toute simple à leur poser, c'est, on commence en dire « j'imagine ». J'imagine que vous avez besoin d'eux, est-ce que je suis dans le vrai? Et quelquefois, on tombe juste, et puis ça c'est une projection qui ressemble à de l'intuition, et on tombe souvent juste, bien évidemment. Et puis il y a des fois, si on prend cette précaution de dire « j'imagine que vous avez besoin de ça », et la personne va dire « vous êtes très gentil, mais non, c'est pas de ça dont j'ai besoin d'eux ». Donc ça, c'est quand on se voit savoir ce dont l'autre a besoin, on est tout près, si on se met dans mon hélicoptère et on se regarde faire ça, on est dans ce mécanisme de projection. La rétroflexion, nous sommes très doués. La rétroflexion, les soignants, on nous apprend ça au berceau, c'est-à-dire on ne montre pas ses émotions. Il y a une femme qui m'a dit, la sage-femme m'a dit avec une voix d'hôtesse de l'air que tout allait bien, que nous allions nous cracher et que nous allions aller en salle d'urgence faire une petite césarienne pour sortir le petit bébé. Elle me l'a dit d'une voix d'hôtesse de l'air, ça c'est de la rétroflexion. La rétroflexion, bien évidemment qu'elle est utile. On ne va pas se dire « Oh mon Dieu, le monitoring, ça ne passe pas » ou alors « Oh là là, ce bébé, c'est difficile, c'est... non, bien évidemment que nous retenons nos émotions, mais les retenir jusqu'à quel point? Jusqu'au point de devenir froid à l'intérieur de soi, jusqu'au point de se couper émotionnellement. Et là, on sent la différence, c'est vraiment ça, c'est quand on est complètement coupé de son propre ressenti, parce que la rétroflexion fait que on a oublié son propre ressenti. La rétroflexion, je vous la cible aussi comme ça, c'est, vous savez, imaginez des billes de métal. Vous savez, les billes de métal avec des fils, là, puis quand on fait ding, puis que la dernière bille, elle fait ça. La rétroflexion, c'est quoi? Je tape, il y a un impact émotionnel, je tape sur la première bille et sur la dernière bille, je fais ça pour pas qu'elle puisse bouger. La problématique, c'est que à ce moment-là, ça va, toutes les billes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire, ça va vibrer. C'est ce qui se passe à l'intérieur de notre corps quand on bloque l'émotion et ça vibre à l'intérieur. Ça vibre, c'est très coûteux en énergie de gérer cet émotionnel-là qui vibre. Une fois, deux fois, trois fois, c'est vraiment très fatigant de faire ça.
Donc, et puis, deuxième posture, c'est que toute la journée, j'ai fait ça, mais le premier qui me prend ma place de parking quand j'arrive à la maison, alors là, ça fait ça. Hein, c'est-à-dire que là, j'explose. Bon, quand c'est avec un inconnu, passe encore. Quand c'est avec son conjoint ou ses enfants, c'est plus embêtant. Donc, la rétroflexion, elle est saine, bien évidemment. Quand elle est trop, à ce moment, on se coupe du couple qu'on est en train d'accompagner parce que ça devient froid. Mais on se coupe, mais c'est une fatigue émotionnelle très très forte aussi. Se regarder faire quand nous sommes dans la rétroflexion. Je terminerai par la déflexion. La déflexion, euh, quelque chose qui est, je m'y retrouve là, voilà. La déflexion, c'est, comment vous dire, c'est décalé, c'est-à-dire que ce que j'ai noté, c'est une stratégie surprenante qui permet de détourner l'attention des émotions ou des ressentis trop difficiles à affronter. Par exemple, je vous cite un papa en salle de naissance qui dit, donc c'est à l'annonce d'une mort in utero, et ce papa dit, au moins on n'aura pas besoin de faire les magasins pour trouver un berceau. C'est complètement décalé, c'est complètement, c'est quelque chose comme si c'est décalé, c'est étrange, c'est un peu une sensation d'irréalité qui puisse dire une chose pareille. C'est ça, c'est de la déflexion, c'est-à-dire on décale, on décale complètement. Là, je le fais avec j'ai beaucoup accompagné dans ma profession de sage-femme d'interruption médicale de grossesse. Dans l'interruption médicale de grossesse, là, nous utilisons une déflexion saine, hein, parce que tous ces mécanismes sont sains à partir du moment où ils nous protègent et ils permettent de tolérer l'intolérable. C'est important de savoir quand même, de le regarder, de voir que nous sommes plongés dedans. La déflexion, lors d'une IMG, c'est quoi? C'est de déshumaniser le bébé. C'est-à-dire que on va transformer, pardon si les mots ne sont pas ajustés, je ne veux pas vous choquer, hein, ce bébé en une pathologie, une pathologie, une trisomie 21. Hein, c'est donc on va parler et on va ne parler que la trisomie 21, ce qui est l'impossibilité, tous les mécanismes, et on ne va plus parler de ce bébé, on va le déshumaniser. Pourquoi le déshumaniser? Parce que sinon, personne ne pourrait pousser la seringue. Et une fois qu'il est déshumanisé, ce bébé-là, il peut naître, et dès qu'il est né, on le réhumanise. C'est-à-dire qu'on lui donne un prénom, on le met dans les bras des parents, ce travail, ce mécanisme-là, il est très coûteux en énergie. Là, j'essaie juste de vous montrer, là, c'est un mécanisme de déflexion. C'est-à-dire que ce serait trop compliqué, sinon, à vivre émotionnellement. Donc, on prend des mécanismes des chemins de traverse, si vous voulez. Je fais ça, on fait ça tous. Je vous le répète, l'idée, c'est vraiment de pouvoir regarder à quel endroit on est pris dans ces mécanismes-là, regarder à quel endroit ils sont sains, regarder à quel endroit, après, ils nous lobotomisent, hein, et qu'à ce moment-là, on ne réfléchit plus. Chaque mécanisme est un mécanisme sain qui permet, s'il ne nous envahit pas, de nous protéger et qui mérite d'être ajusté seulement quand il déborde. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? C'est bien sûr que malgré tout, nous sommes debout, nous tenons debout par rapport à ça. Le dernier mécanisme qu'on appelle en Gestalt, ça s'appelle l'égotisme. L'égotisme, c'est quoi? C'est pas l'égoïsme. L'égotisme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est moi d'abord et les autres en même temps. C'est le principe, vous savez, dans un avion, quand on vous dit, s'il y a quoi que ce soit, mettez d'abord le masque sur vous avant de le mettre sur l'enfant qui est à côté de vous, pour protéger les gens qui sont à côté de vous. C'est que c'est vraiment prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de l'autre. C'est ça qu'on appelle l'égotisme. Quand je ne fais que prendre soin de moi, là, je déborde, là, c'est pas ajusté.
mais c'est très ajusté quand il s'agit de d'abord me remettre debout, me réaligner pour pouvoir me réajuster. Alors je lis un petit peu dans ce que vous avez écrit, parce que vous avez écrit des choses très très intéressantes. Bah oui, tout est mesure et justesse dans une ouverture humaine à l'autre, et c'est, c'est très juste, mais ce que j'essaie de vous montrer, c'est que de le comprendre intellectuellement, ça permet justement cet ajustement, hein. C'est parce que, sinon, juste la bonne volonté parfois ne suffit pas, donc c'est de repasser par le cortical pour dire: «Ah, c'est ça que je suis en train de faire. OK, je me réajuste». Je suis d'accord dans le sens où ce sont des vertus de soignants d'être mesurés, justes, empathiques, ouverts aux émotions, les nôtres et ceux des personnes accompagnées. Il s'agit aussi de la vertu de communication à acquérir certainement par l'expérience. Mais merci de cette remarque. Et l'expérience, moi, là où je suis, c'est ce que je vous disais en introduction, comment je fais pour la transmettre, cette expérience? Et ma façon à moi de la transmettre, c'est peut-être d'essayer de montrer, d'amener de la réflexion, d'amener de la réflexion pour dire: «Ah, c'est ça que je suis en train de faire». Donc là, ok, pardon, je suis là. Euh, Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que comprendre nos mécanismes, c'est ouvrir la porte à une régulation émotionnelle. C'est sûr que quand je suis complètement dysrégulée, hein, je me rappelle d'une salle d'accouchement, là d'où je vous parle, j'ai une maternité juste en face de moi, par ma fenêtre je la vois là, où je travaillais. Je me rappelle d'avoir été sur un accouchement complètement dysrégulé par ce qui se passait. Je suis sortie, je ne savais plus où j'étais. Et donc, et j'ai mis du temps à comprendre qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi ça m'a autant touchée, pourquoi. Et tant que je suis là-dedans, je ne peux pas réguler mon émotion. Et donc, comprendre ces mécanismes, c'est ouvrir la porte à une régulation, à me recentrer. Et pour me recentrer, pour ma part, j'ai besoin de comprendre là où je suis. C'est apaiser les émotions par une compréhension cognitive. C'est ça qui est en train de m'arriver. D'accord, donc je ne suis pas fou, c'est d'accord, je viens de comprendre. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'en arrière, je peux agir sur mon cerveau qui fait bzz, 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 parce que là, je suis en train, je peux calmer parce que je viens de comprendre ce qui m'arrive. Et du moment que j'ai compris et que je me suis calmée, mes mots, ils vont s'ajuster tout seuls. Alors là, j'ajuste ma posture avec le parent, les mots vont être complètement ajustés. Si je parle alors que je n'ai pas compris où je suis perdue, ou que je suis débordée par mon émotion, mes mots vont être parasités. À partir du moment où j'ai compris là où je suis, je peux me réajuster. C'est pour ça qu'en ajustant nos mécanismes, nous retrouvons une posture plus juste, plus humaine. Là, je vous parle de tout ça parce que euh, dans l'organisme de formation que j'ai fondé et qui s'appelle donc Natal Formation, c'est vraiment prendre soin du soignant, lui permettre de comprendre dans quoi il est. C'est une partie importante de la formation pour pouvoir s'ajuster aux parents. Et puis, il y a également, enfin, tous ceux qui sont là me connaissent aussi comme avoir créé cet outil qu'on appelle la cartographie Urkind, que je vais vous présenter tout de suite. Cette cartographie, elle permet quoi? Elle permet de faire comment, presque un état de médiation entre l'émotion du parent et ce que je ressens. Ça permet de mettre les émotions à côté, le parent les dépose, moi je les regarde, mais on n'est plus, je les prends pas forcément en plein. C'est quoi cet outil-là? Cet outil-là, c'est la cartographie Urkin, que beaucoup d'entre vous connaissent. Là, je vous cite par exemple Louane, c'est 3 mois après une IMG à 22 semaines. Qu'est-ce qui se passe pour Louane? Je l'accompagne, bon, je l'écoute, mais elle arrive avec plein d'émotions qui débordent. Donc, la première chose, pouvoir travailler avec une cartographie, c'est pouvoir travailler pour ranger les émotions. Ranger les émotions du parent et ranger mes propres émotions. Donc, on travaille, je ne l'ai pas mis là, mais ça, c'est
qui vient de toute la formation. Là, je vous ai mis juste un petit essentiel. Qu'est-ce qu'on va lui demander à Louane? On va lui demander ses émotions actuelles et on va lui dire, vos émotions actuelles, 1, c'est grand ciel bleu, 2, c'est plutôt, bon, bah, il y a quelques petits nuages, 3, ça commence à être bien nuageux, 4, c'est vraiment c'est temps très gris, et 5, c'est tempête à l'intérieur. Donc, elle a un petit curseur, elle va répondre à ces questions-là. C'est elle qui répond aux questions. Ce n'est pas moi qui vais le mettre, c'est elle qui va répondre. Et je lui pose la question, et là, dans ses émotions actuelles, elle va me dire, ben, dans mes émotions actuelles, aujourd'hui, c'est 4. Ce n'est pas l'énorme tsunami, mais c'est encore très, très compliqué. Le ciel, il est encore très, très lourd et très gris. Son état de santé. Et là, elle me dit, bah, c'est étonnant, vous êtes la première qui me demande mon état de santé. Et ben, je m'en étais pas rendu compte parce que, bah, écoutez, si je réfléchis bien, je vais pas si bien que ça. Je me rends compte que c'est une grosse tempête parce que je suis en apnée tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais pas pris conscience de ça. Donc, votre question me permet d'en prendre conscience. Je vais lui demander, est-ce que vous êtes bien entouré? Et là, elle va me dire, c'est génial, j'ai du monde autour de moi. Là, je vous assure que c'est grand soleil. Et c'est du bon, et c'est du bien. Et là, je vais développer un petit peu. Je vais développer en disant, racontez-moi comment ça fait du bien d'être entouré. Et là, on va pouvoir s'appuyer sur le positif, en psychologie positive. Qu'est-ce qui va bien? Et bien ça va bien. L'environnement socio-économique, elle me dit, bah ça c'est, je suis tranquille avec ça. Ça c'est ok. Ça, vous avez raison de me poser la question, mais tout est ok pour moi. Je lui demande son vécu en salle de naissance. Et là, elle me répond, c'est grand soleil. C'était pas évident qu'elle réponde ça. Et là, ce qu'elle va me dire, c'est, mais il y a une humanité, une gentillesse. J'ai rencontré des personnes, mais une telle humanité, je ne savais même pas que c'était possible. J'ai un vécu, pourtant dans ce moment tellement douloureux, j'ai un vécu merveilleux de cette naissance-là. C'est elle qui le dit. Moi, je vais simplement demander une météo. La place du tout petit. La place du tout petit, c'est la question qui est posée, c'est il est où votre tout petit maintenant? Selon vos croyances, quelle place il a? Il est où? Et là, cette femme, ça permet d'avoir cette information. Elle me dit, ce tout petit, il est là juste à côté de moi et il me juge. J'ai tellement honte de ce que j'ai fait. Et il me juge. Tous les jours, il me juge. Il est là, il est juste à côté de moi. Dès que je tourne la tête, il est là à côté de moi. Là, on va pouvoir travailler. On va pouvoir travailler avec un accompagnement psychologique, un accompagnement sur la culpabilité, sur cette IMG. Hein, et ça, cette cartographie, avec cette simple question-là, permet d'avoir cette information-là. Le chemin de vie, c'est quoi le chemin de vie? C'est est-ce qu'il lui est déjà arrivé des choses très difficiles dans sa vie? Ce qu'on teste, en fait, c'est sa capacité de résilience. Cette femme-là, elle me dit, elle va répondre, oui, j'ai vécu des choses très, très difficiles dans ma vie, et bon gré, mal gré, finalement, ouais, il y a des nuages, mais je m'en suis toujours sortie. Donc, j'ai cette capacité-là, je m'en suis toujours sortie. Avec de la tempête, mais je m'en suis sortie. Donc ça, c'est la capacité de résilience. Son regard sur la vie. Qu'est-ce qu'elle voit? Comment elle peut se projeter? Comment elle peut... Là, de nouveau, elle va mettre 4. Elle va mettre ces de nouveau tempêtes à cet endroit-là parce que je mérite d'être punie. Je ne peux plus avoir de regard sur la vie. Je mérite d'être punie. On revient directement ici avec la place du tout petit. Donc cette femme-là a vraiment besoin d'un accompagnement, non pas sur le deuil de son bébé, mais sur la culpabilité d'une IMG. On n'est pas tout à fait au même endroit. La reprise du travail, grand soleil. On pourrait dire non, mais ça va être génial parce que là-bas, je suis reconnue, je suis dans ma profession, je sais ce qu'on aime chez moi, et là, je sais que je vais être, ça va être génial. Donc j'ai hâte, vraiment j'ai hâte de reprendre le travail. Qu'est-ce qu'on va lui demander aussi? Les soutiens professionnels. On pourrait avoir 4 ou 5, et là, elle va dire, je pourrais mettre 1, mais je vais mettre 2, juste avec une personne ça a été compliqué pour moi. C'était une élève, une étudiante, qui était dans
dans la salle de naissance et qui n'osait pas me regarder, qui fuyait mon regard. Ça a été dur pour moi, ce regard fuyant. Elle dit comme si j'étais coupable de quelque chose. Vous voyez, la culpabilité, ça simplement, ce graphique-là permet de voir qu'elle a tout ce jaune, toute cette énergie qui est à 64% pour faire face à l'événement. Et là où on peut travailler, elle nous indique directement là où on peut travailler. C'est ça la pratique de la cartographie Urkind, et c'est que nous utilisons en prénatal, en postnatal, enfin en prénatal dans une grossesse qui va bien, hein, en postnatal, en accordage mère-bébé, en deuil périnatal, en santé sexuelle. Nous pouvons l'utiliser à plusieurs étages. Ici, je voulais vous la présenter dans le cadre du deuil périnatal. Voilà, donc si vous souhaitez prendre rendez-vous, en savoir un petit peu plus, vous n'hésitez pas avec mon équipe. Vous avez un lien juste au-dessus, prendre rendez-vous. Cliquez ici, là, et vous pouvez prendre rendez-vous avec l'équipe si vous voulez en savoir plus. Vous pouvez demander le replay de ce webinaire hein, à cette adresse-là, tout à fait. Et puis, moi, je termine une chose, c'est que vraiment dans la formation que nous avons montée de façon très humaine, si vous voulez, ce qui est important, c'est que les enjeux dans l'accompagnement du deuil périnatal, ils sont complexes. Il faut gérer l'épuisement professionnel, il faut adopter une posture juste, il faut se positionner à l'interface entre humanité et technicité. Et puis, donc c'est ça qui est important aussi, c'est comment nous pouvons apprendre à réfléchir ensemble, comment nous pouvons nous ajuster, prendre du recul et pouvoir regarder qu'est-ce que nous faisons bien dans notre accompagnement et comment optimiser encore ce que nous faisons bien. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si là, vous avez encore quelques questions à poser qui vous viennent, qui pourraient être, je ne sais pas, je vous laisse, nous avons prévu 45 minutes, voilà, les 45 minutes sont passées, mais voilà, merci Camille de votre retour. Et même si nous sommes sur un sujet très humaniste, j'ai envie de dire, hein, je profite quand même de ce premier webinaire de l'année pour vous souhaiter une année pleine d'humanité, pleine de créativité, et puis si vraiment, pour moi, on ne peut pas faire seul. Donc l'idée, c'est que nous fassions tous ensemble. Si vous avez des envies de questions, de webinaires, de formations, contactez-nous. Contactez-nous parce que Natal Formation, on veut vraiment être dans quelque chose qui répond à la demande du soignant pour être vraiment à votre service. Donc, merci beaucoup. Merci Pascal hein, pour ce retour également. Je suis ravie d'avoir passé ces quelques instants avec vous. Donc, vous pouvez demander le retour du webinaire sans problème, le replay, pardon. J'ai construit un article, donc vous pourrez accéder aussi à l'article sur LinkedIn dans mon profil que vous allez retrouver. Et puis, je vais tester une chose sur le prochain webinaire qui aura lieu d'ici 15 jours, c'est peut-être vous raconter le deuil périnatal vu du point de vue d'une maman et de raconter point par point comment elle raconte son histoire et comment elle l'a vécu. Et ça, j'ai envie de vous partager ça parce que c'est un très beau témoignage. Donc, à dans 15 jours. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une très, très belle journée.